Les enjeux de ce colloque demeurent essentiels et même indispensables pour l'avenir de notre pays. Finalement, nous avons les temps de la crise politique, mais nous avons aussi le temps de l'économie et celui de la relance et de l'industrie à réfléchir, à penser, à valoriser toutes et tous ensemble. Je veux saluer d'un clin d'œil j'oserais dire mes deux collègues peut-être ligériens, en tout cas avec qui nous avons en partage notre territoire, Alexandre Sobo et président de France Industrie, et Cyril Faure, directeur général de l'ISTP. Je veux dire qu'il fallait réindustrialiser la France. Alors d'abord, j'oserais dire peut-être avec une forme d'impertinence pour celles et ceux qui me connaissent, qui est la mienne, faut-il la réindustrialiser ou poursuivre son développement industriel ? Et je crois que cela fera partie certainement de nos débats, comme nous ne partons pas de rien. Madame la Présidente, chère Cécile Cukierman, Monsieur le Président de la délégation aux entreprises, cher Olivier Rietmann, chers collègues sénateurs, chers collègues élus, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous remercier sincèrement de votre invitation à intervenir à l'occasion de ce colloque sur les grands enjeux de l'industrie en France que vous organisez, Madame la Présidente Cécile Cukierman. Je regrette de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui et prie de bien vouloir m'en excuser. Construire l'industrie de demain. Voilà un beau programme, une belle ambition. Je crois au contraire possible de redonner un avenir industriel à notre pays, de rebâtir une véritable indépendance industrielle et technologique française. Réindustrialiser est une nécessité. L'industrie est la source première des gains de productivité et génère des emplois qualifiés, parmi les mieux rémunérés. Elle constitue une force d'entraînement pour l'ensemble de l'économie, ainsi qu'un facteur puissant d'aménagement de nos territoires. Pour aller plus loin, nous avons besoin d'une vision stratégique et de choix assumés en matière d'orientation technologique, industrielle et de formation. C'est l'objet des réflexions et des échanges que vous allez avoir cet après-midi. Oui, quelle politique industrielle développer ? Oui, comment adapter notre système de formation, j'y reviens, pour façonner les compétences dont les secteurs d'avenir ont besoin. Comment encourager ? Voilà quelques-unes des questions fondamentales auxquelles il vous est proposé de réfléchir aujourd'hui. À la deuxième table ronde, je vais demander à Nathalie Bécoulet, Hugues de Balatier et Cyril Faure de me rejoindre. Je vous laisse vous installer, je vais vous présenter. Pendant que vous vous installez, Nathalie Bécoulet, vous êtes conseillère formation au secrétariat général pour l'investissement. Hugues de Balatier, directeur général adjoint de France Compétences, et Cyril Faure, directeur général de l'ISTP. Bienvenue à tous les trois. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. On va poursuivre nos débats en parlant de compétences. Cette deuxième table ronde formée au métier de l'industrie du futur, un défi majeur pour la souveraineté française. Voilà, c'est le titre de cette deuxième table ronde. En préambule, Nathalie Bécoulet, quels sont les besoins les plus urgents en matière de recrutement dans l'industrie française ? Quelles sont les compétences recherchées ? C'est un vaste sujet. On ne peut pas opposer une France industrielle du présent et du passé et de l'avenir. Qu'est-ce qu'on dirait finalement de notre pays si on n'anticipait pas ses compétences et ses métiers d'avenir, si on laissait voir les choses arriver parce qu'il y avait une urgence au présent? C'est pas ou l'un ou l'autre, c'est comment on articule et justement chacun à sa place. Non, sortez des silos et parlez ensemble. On le verra tout à l'heure dans les liens publics-privés en lien avec la formation. Voilà, ça c'était un petit préambule de départ sur des logiques d'opposition qui, à mon avis, simplifient un petit peu les sujets. Donc, et oui, je suis au secrétariat général pour l'investissement, plan France 2030 porté par Bruno Bonnel, qui a un volet formation. Le volet formation, notamment compétences et métiers d'avenir. On ne part pas d'une feuille blanche. Nous travaillons avec les politiques publiques sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, puisqu'il y a déjà des démarches depuis le plan d'investissement d'avenir 2 qui ont été faites sur le sujet de la formation professionnelle,
territoire d'industrie en fait partie, les campus des métiers et des qualifications en font partie, et du coup, c'est comment, sur ces secteurs d'avenir qui ont été prédéfinis, que ce soit en santé, en agriculture, en décarbonation de l'industrie, en nucléaire, donc il y a 10 objectifs qui ont été assignés, comment, pour le coup, on développe ces compétences qui sont, qui ne peuvent pas être développées quand le marché, les bons de commande sont pleins, ça s'anticipe. Et donc, pour une fois, on a le sentiment vraiment très fortement ancré que ce n'est pas l'implantation ou la réimplantation d'usines qui se travaillent dans un premier temps et dans un second temps, justement, une réponse à des recrutements en tension ou des développements de compétences qui sont pour partie nouvelles, certaines transformées, mais d'autres nouvelles qui arrivent sur ce sujet. Donc, c'était particulièrement intéressant de pouvoir justement créer ces consortia-là qui promouvaient du coup une politique de formation professionnelle un peu nouvelle. Sur les compétences recherchées, compétences et métiers d'avenir, en fait, n'a pas dit nous voudrons tant d'ingénieurs. Elle a dit que nous aimerions plus de femmes sur les métiers d'ingénieurs, oui. Mais en fait, on est parti des diagnostics territoriaux. Et là aussi, c'est intéressant de voir comment, en fait, des chemins raccourcis peuvent dire, finalement, on donne des directives sans prendre en compte le territoire. Compétences et métiers d'avenir, il n'y a pas un projet qui ne part pas d'un diagnostic partagé, monde économique et monde académique, c'est-à-dire l'enseignement scolaire, l'enseignement supérieur, l'enseignement agricole, la formation continue, pour justement dire, voilà, à l'aune des entreprises de notre tissu industriel, donc bien territorialisé, nous avons besoin de telles compétences et notre outil de formation professionnelle n'est pas encore adapté à ce type de compétences. Donc du coup, les Hauts-de-France n'ont pas les mêmes besoins que la Nouvelle-Aquitaine, donc on a une spécialisation des compétences qui du coup est réellement connectée à l'énergie et à la nouvelle industrialisation et à la transformation de l'industrie traditionnelle. Donc il y a à la fois des compétences spécifiques professionnelles, mais il y a aussi des compétences transverses qui sont liées à la numérisation de l'appareil industriel, avec l'intelligence artificielle, avec la cobotique, avec toute la robotisation et l'automatisation des process, mais aussi avec les enjeux et les défis écologiques et environnementaux qui sont en cours. Et enfin, il y a des compétences plutôt transversales qui sont extrêmement recherchées. Souvent, les entreprises, en tout cas dans les consortiums de compétences et métiers d'avenir avec lesquels on discute régulièrement, quelle que soit leur taille d'ailleurs, disent on arrive à adapter à la spécificité de nos métiers. Mais par contre, on a besoin de dialogue interprofessionnel, on a besoin qu'ils soient compétents sur la créativité, la résolution des problèmes, parce qu'on est dans un monde incertain. Donc en fait, ce n'est pas une réponse statistique monolithique, mais c'est vraiment la prise en compte de ces priorités-là, qu'elles soient dans les transformations numériques, environnementales et de l'appareil à la fois de transformation industrielle et de l'appareil de formation professionnelle qui est en jeu pour moi. Cyril Faure, présentez-nous un peu l'ISTP. Quelle est sa vocation, sa relation au monde économique et aux entreprises? Bonjour. Écoutez, pour être simple, la vocation de l'ISTP, c'est vraiment d'avoir cette fibre économique. Et notre rôle, c'est d'aider, de contribuer au soutien du développement économique, alors sous toutes ses formes, et au développement de la société aussi, par la formation d'ingénieurs. Donc, c'est formation d'ingénieurs, donc il faut les concevoir, les opérer, les mettre en œuvre. Donc, on ne le fait pas seul, on a un institut, on le fait avec des partenaires, l'École des mines de Saint-Étienne, qui est notre partenaire historique, j'ai envie de dire local et national à Saint-Étienne. Plus récemment, Arts et Métiers, et puis historiquement, le CEA-INSTN, dont je salue la présence dans la salle, avec lesquels on travaille particulièrement dans le domaine de la filière nucléaire. Donc, pour y contribuer, on doit former des ingénieurs, quelque part, qui non seulement ont une fibre et une volonté d'intégrer l'industrie, parce que c'est quand même la marque de fabrique de l'Institut. Je le souligne, on n'est pas si nombreux que ça, à avoir comme marque de fabrique, comme destination, comme objectif, de former des ingénieurs qu'on va véritablement envoyer dans l'industrie et dans l'économie de production.
contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est quand même un secteur qui a relativement été déserté par les grandes écoles, pour tout un tas de raisons, hein, notamment qui ont été évoquées tout à l'heure, sur la servicisation, sur une économie quelque part désindustrialisée. Donc ce n'est pas notre cas à nous. Et nous, on se place vraiment sur cette part de marché. Alors, si on va être sur cette part de marché et y réussir, le grand sujet, quelque part, c'est de répondre à un besoin. Bon, c'est jamais possible de répondre à un besoin si on ne connaît pas le besoin. Donc, j'enfonce une porte ouverte, mais il faut connaître ce besoin, et c'est un besoin du monde économique. Et là, il y a une grande difficulté, parce que finalement, ce n'est pas un besoin qu'on identifie de manière monolithique, sans marge d'erreur, sans erreur d'appréciation. Ça a été dit tout à l'heure. Bon, on parle d'industrie 4.0, on parle de nouveaux métiers, on parle de donneurs d'ordre, on parle de sous-traitants. En réalité, il y a un ensemble qui est le monde économique, où l'ensemble de structures de petite taille, de grande taille, avec différents niveaux d'enjeux, vont travailler ensemble et vont converger vers un pays industriel ou vers pas un pays industriel. C'est comme ça que le problème se pose. Et c'était dit par Alexandre Sobo, c'est très vrai aussi. Une de nos difficultés, qui fait un petit peu d'ailleurs la saveur de notre métier, c'est de former des gens qui ont un corpus de compétences et un profil qui non seulement répond aux besoins de tout de suite, parce qu'il faut qu'ils trouvent du travail et qu'ils s'insèrent dans la vie professionnelle, mais qui ne se périment pas trop rapidement non plus. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un lien, immédiat entre le constat d'un besoin et la manière d'y répondre. Sinon, un bon ingénieur, c'est un technicien, chef de projet ouvert sur le monde. Donc le profil est vite écrit. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc le sujet, finalement, c'est d'arriver à comprendre ces besoins du monde économique à court terme et à long terme. Donc la chance qu'on a pour y arriver, qui rejoint votre question, d'abord, on a fait un choix, c'est de former des ingénieurs en alternance, majoritairement en apprentissage, un petit peu en formation continue. Donc 90% des élèves sont en apprentissage, 10% sont en formation continue. Donc la modalité juridique est différente, mais la destinée est finalement la même. Donc ça, là aussi, il y a deux manières de le faire. Soit on considère qu'on a un institut de formation purement académique, ce qui se respecte tout à fait, et que finalement, cette relation au monde économique, on la sous-traite avec des consultants, des vacataires, et des gens qui vont aller évaluer les élèves en entreprise. L'autre manière de le faire, c'est de se dire qu'on installe directement une logique de compétences et d'analyse des compétences qu'on métabolise au sein de l'Institut. Par contre, ça nécessite finalement un rythme et des méthodes qui sont différentes, donc une ingénierie pédagogique qui est différente, des profils de compétences des gens qui vont composer l'ISTP qui sont différents, qui sont plutôt des gens qui vont aider un élève à appréhender la complexité de son projet, à le réaliser, et agir sur deux plans finalement. Le schéma éducatif de l'élève et sa formation, et le schéma de rentabilité pour l'entreprise, qui doit aussi, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un acteur économique du projet, garantir des résultats durant la période même de formation. Donc dans cet exercice, on a 50% de PME et d'ETI dans nos partenaires industriels, 50% de grands groupes. Un peu plus de 50% de ces partenaires sont hors Auvergne-Rhône-Alpes, français ou européens, et une petite moitié donc, en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc deux champs, analyser les profils de ces ingénieurs en travaillant avec les industriels, les profils requis, et puis aussi pour nous bâtir un plan stratégique. Et bâtir un plan stratégique quand on a un institut, quand on a une école, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement, on veut tous servir l'économie et les entreprises, comment on va s'y prendre, et quel profil on va former, quel profil entre guillemets on va mettre sur le marché, qui répondent à ces grands enjeux. Et là, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, avec quelques nuances. Finalement, ce n'est pas l'industrie d'aujourd'hui, manufacturière classique, ou l'industrie du futur avec le digital, le 4.0, les blockchains. Ce n'est pas les grands groupes ou les PME. Ce n'est pas les missions historiques et les missions à quête de sens. C'est finalement, il y a tout là-dedans. C'est-à-dire qu'une entreprise, souvent, elle a un patrimoine historique, elle a une part de marché, elle a un outil industriel qui est complexe. Plus elle fait partie d'un secteur secondaire à haut niveau stratégique pour la France, plus elle a un secteur industriel avec des macro-investissements et moins elle est digitale. Et pourtant, elle doit se digitaliser. Donc, tout notre sujet à nous, finalement, c'est d'analyser ces besoins et de construire des profils équilibrés qui sont à la fois des gens qui vont pouvoir garantir des enjeux à court terme de l'industrie réelle et se projeter vers l'industrie du futur ou l'industrie prochaine avec une configuration mentale qui permette d'y arriver. Hugues de Balatier, dans le prolongement de ce que disait Cyril Faure à l'instant, comment France Compétences intervient-elle ou peut-elle intervenir pour faciliter cette adéquation entre formation et besoins réels?
Alors, pour répondre à votre question et puis rebondir Oui. très directement sur ce que Cyril Faure vient de dire, dans la première partie de son intervention, il a beaucoup parlé de l'enjeu de connaissance du besoin de formation, et ça a été évoqué évidemment également tout à l'heure dès la première table ronde. Donc voilà, c'est cet enjeu de connaissance qu'on interprète souvent d'abord comme un enjeu un peu quantitatif, de se dire on a besoin de combien de places de formation sur tel type de formation. Et ensuite, vous avez basculé sur un autre enjeu qui est essentiel, c'est plutôt le contenu pédagogique des formations qu'on offre. C'est-à-dire, est-ce que le contenu pédagogique va être adapté à des métiers qui évoluent, et donc avec cet enjeu parfois on parle d'adéquationnisme de court terme. Oui, il y a un enjeu d'adéquation, mais en effet, il doit être à la fois répondre aux besoins, mais avec cette dimension un peu prospective pour permettre aussi des parcours professionnels des personnes dans le temps, pour répondre à des besoins qui vont évoluer et pas nécessiter de reformer en permanence les gens à telle évolution technique hyper précise. Voilà, il faut aussi former des personnes qui sont capables de continuer à apprendre sur leur métier et l'évolution des techniques, des contenus, des référentiels métiers qui évoluent au fil du temps. Donc, en quoi nous, on intervient sur ces différents leviers côté France Compétences? Alors, c'est un mode d'intervention qui est un peu différent, mais complètement complémentaire à ce que disait ma voisine du SGPI à l'instant. Dans les politiques publiques, il y a les politiques publiques qui sont davantage volontaristes, c'est-à-dire qui vont aller financer des types de formations. Et donc là, l'enjeu, c'est pas que ça soit défini au niveau national par des fonctionnaires dans un bureau, j'ai entendu ça tout à l'heure, et vous l'avez bien expliqué, c'est dans la coopération sur le bon diagnostic. Et ensuite, on a d'autres modes d'intervention des politiques publiques qui sont davantage sur la régulation de marché. Et donc c'est plutôt sur ce périmètre-là qu'intervient France Compétences. On ne va pas les dire, tiens, on va financer tel type de formation, même en travaillant avec les acteurs. On est d'abord sur un mode des interventions de régulation du marché, puisque France Compétences est un acteur régulateur et financeur de l'écosystème de formation en France. Central, pas unique évidemment, mais assez central. Et donc on a un certain nombre de leviers. Sur cet aspect régulation du marché, comment faire mieux fonctionner un marché? Justement, c'est tout l'enjeu de la connaissance des besoins en formation. Il faut que cette connaissance existe, il faut la diffuser. Et donc, un exemple d'intervention qu'on peut avoir, c'est tout le travail qu'on mène avec les observatoires prospectifs des métiers et qualifications des différentes branches professionnelles. Parce qu'en réalité, il y a énormément de travaux qui existent aujourd'hui pour définir le besoin à court terme et de manière prospective. C'est les observatoires de branche qui sont des observatoires prospectifs des métiers et qualifications. Le sujet, c'est qu'il y a 120 observatoires qui dépendent plus ou moins des opérateurs de compétences, des secteurs ou des branches professionnelles, qui produisent des travaux très intéressants, un peu de manière... qui sont il y a des enjeux de diffusion et de connaissance de ces travaux. Donc nous, ce qu'on a fait, par exemple, c'est, outre le travail direct qu'on mène avec ces observatoires sur des enjeux plutôt méthodologiques, de faire un vrai travail de centralisation et de diffusion de ces travaux. Donc on a créé un site internet, vous pouvez aller voir sur le site de France Compétences, une page qui s'appelle la grande bibliothèque des travaux des OPMQ, des observatoires. Et l'idée, c'est qu'avec un moteur de recherche, quand on tape un type de métier, un secteur, etc., il va avoir un moteur de recherche assez performant aujourd'hui qui permet de ressortir les travaux qui répondent à la question que vous posez. Et vous n'avez pas besoin d'aller sur 18 sites différents des différents OPMQ. Donc voilà, on essaie de favoriser la transparence sur le marché, sur la connaissance de tout ce qui a été produit, sur le besoin en formation. Et donc après, charge aux organismes de formation de se saisir de toute cette connaissance pour adapter leur offre de formation, à la fois en termes de type de formation et puis de nombre de places. Donc ça, c'est un des leviers qu'on actionne au titre de le meilleur fonctionnement du marché. Alors après, évidemment, on marche toujours sur deux jambes, régulation et financement. On est aussi financeur. France Compétences, c'est un budget d'à peu près 14 milliards d'euros par an, donc c'est évidemment très très conséquent dans le champ du financement du marché de la formation. Donc on finance des dispositifs de reconversion en essayant de financer des dispositifs. Quand on va choisir les dossiers qui vont être financés, nous on ne dit pas vers tel type de formation, mais on dit il doit y avoir dans l'attribution de ces dossiers des critères qui prennent en compte est-ce que je me reconvertis de tel métier vers un métier qui est un métier porteur.
Donc c'est comme ça que le dossier, parmi d'autres critères qui existent évidemment, mais c'est un critère très important, ça doit être un critère de sélection du dossier. Et c'est justement, nous on ne le définit pas au niveau national, mais ces listes de métiers porteurs, elles sont définies, alors Olivier Leonti est parti, mais il était un grand fan de la décentralisation, c'est au niveau régional que ces listes sont définies. Ce n'est pas nous, à France Compétences, qui allons définir au niveau national les listes de métiers, les métiers porteurs. Donc voilà, évidemment, il faudra qu'on reparle de l'apprentissage, Oui, parce que ça, c'est vraiment bah, le mode si vous voulez en dire un mot, puisque Cyril Faure, c'est le modèle de l'ISTP, donc peut-être un rapide mot du coup sur et Cyril Faure et sur l'apprentissage. C'est la réponse fondamentale pour favoriser cette adéquation dont je parlais entre formation et besoins réels. Je ne sais pas si c'est la réponse fondamentale, en tout cas c'est la nôtre, donc je peux en parler puisque c'est la nôtre. On a parlé beaucoup de désindustrialisation, de baisse du PIB industriel avec tout ce que ça peut amener comme problème de société, voire comme recul en termes de classement de notre nation. Moi j'essaie d'être plutôt optimiste. Il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans, l'ISTP n'existait pas. En 30 ans, donc on a réussi à avoir 1500 partenariats d'entreprises actifs pour 1500 élèves ingénieurs en formation. Donc ça, c'est un vrai résultat. Ce qui est surtout important, c'est que derrière chaque projet de formation de 3 ans, il y a une entreprise qui s'engage et qui contracte. Donc 1500, c'est pas rien. Alors, par rapport à des grands effectifs universitaires, c'est pas grand-chose. Dans le petit monde des formations ou des instituts, qu'ils soient des instituts ou des écoles qui forment des ingénieurs, c'est un chiffre qui est quand même assez significatif. Et c'est surtout un chiffre totalement corrélé à l'industrie. 1500 en 30 ans. Dans cette croissance, il y a eu un palier pour nous qui était très important il y a une dizaine d'années, puisqu'on a doublé ce chiffre en 10 ans, grâce d'ailleurs au SGPI et à un plan d'investissement dont on a bénéficié, un PIA, à l'époque ça s'appelait un PIA qui nous a permis quelque part d'installer cette logique d'un institut qui est à la frontière entre le monde économique et l'enseignement supérieur pour faire de l'apprentissage. Et à l'époque, pas le deal, l'objectif avec le PIA, c'était de se dire il y a un accompagnement financier de l'ISTP qui nous a permis d'ailleurs d'acquérir des locaux qu'on n'aurait jamais pu acquérir pour s'y installer, à la condition, donc qui était l'objectif, de former plus et surtout d'accompagner des grandes transformations de la société et de l'entreprise avec de nouvelles options, de nouvelles formations. D'ailleurs, ça concernait à la fois l'ISTP et l'IRUP, qui est beaucoup plus orienté sur des formations techniques, mais toujours en apprentissage. Donc pour nous, ça a été un véritable levier. Et finalement, l'apprentissage, sur la formation d'ingénieurs, ou quel que soit d'ailleurs le type de formation, je pense que ça dépasse aussi les formations d'ingénieurs, c'est vrai pour d'autres profils, il amène surtout une compréhension du besoin par l'action pour les instituts. C'est une chose d'avoir une logique d'observatoire, de bibliographie, d'écoute des besoins, quelque part de manière un peu livresque, hein. Donc il y a un véritable intérêt. Par contre, c'est autre chose que d'avoir 1500 projets actifs avec une intimité de lien forte entre une entreprise, un élève et une institution, parce que ça permet d'identifier des besoins, des enjeux, mais également des contraintes. Et aussi, ça soumet tout le monde au choc de réalité dont parlait tout à l'heure Alexandre Sobo, qui amène à se dire, quelquefois, dans la formation de ces ingénieurs de haut niveau, il faut avoir des gens qui ont une vision, mais il faut aussi un réel contact avec le terrain. Donc l'apprentissage, quelque part, il induit un profil pour les élèves qui en sortent, entre un aspect conceptuel et puis un aspect opérationnel. Et pour les instituts ou pour les écoles qui participent à la formation d'apprentissage, il induit aussi une culture de relation avec le monde économique basée sur le pragmatisme et l'analyse des besoins, qui est basée quelque part sur la réalité des projets conduits. En tout cas, nous, ça nous a permis, dans notre plan stratégique et notre plan de développement, soutenu par l'État, d'ailleurs, je le redis avec le PIA, d'avoir 3 finalement grandes orientations stratégiques. La première, qui perdure, qui est enclenchée il y a une dizaine d'années, c'est de bâtir des formations qui permettent d'accompagner les grandes transformations de la société et des entreprises. Transformation industrielle, l'industrie 4.0 en fait partie, mais ça ne se réduit pas uniquement à l'industrie 4.0. Énergétique, donc ça c'est vraiment quelque chose qui était quand même très très important, de percevoir il y a 10 ans le poids de l'énergie au niveau des entreprises et au niveau de l'équilibre d'une société, parce que c'est une filière stratégique. Donc industrie, énergie, digitale.
Donc c'est vrai à la fois pour la digitalisation des chaînes de production, mais également pour la digitalisation des produits eux-mêmes, qui doivent être compétitifs en tant que produits. Et puis un quatrième volet, qui était déjà présent dans nos activités, mais qu'on a souhaité renforcer, qui est le nucléaire, où je sépare finalement le nucléaire de l'énergie, parce que tous les secteurs qu'on a évoqués, c'est quand même des secteurs où le driver majoritaire, c'est un driver économique. Le nucléaire, bon, évidemment, il y a le driver économique, mais il y a quand même un driver sûreté qui répond à un autre logiciel, à une autre manière d'imprimer l'information qui est très différent. Donc ça, c'était pour nous un gros enjeu, pendant 10 ans, de travailler avec des entreprises sur l'accompagnement de ces grandes transformations industrielles, mais induites finalement par des transformations de la société et du monde, liées à la décarbonation, au climat, etc. Et puis, ça nous a amené il y a 3-4 ans. Et on a quand même considéré qu'à la fois on atteignait un régime asymptotique au niveau du nombre d'élèves qu'on formait, et que d'une manière ou d'une autre, on avait le sentiment que ce qu'on faisait était nécessaire pour les entreprises, mais insuffisant. Donc on a profité de ces 1500 entreprises partenaires pour lancer des commissions professionnelles, discuter avec elles, réfléchir sur des programmes de compétences, sur leur GPEC interne, sur leurs enjeux. Et véritablement, ce qui est ressorti par rapport à cette économie territoriale, alors au-delà de ce qui est sectoriel, filière défense, agroalimentaire, dont on pourrait parler, mais ce n'est pas mon sujet, c'est véritablement de pouvoir avoir des ingénieurs qui, durant leur formation et après leur formation, aident ces entreprises à se différencier par la valeur. C'est-à-dire pas uniquement par une maîtrise de leur prix de revient, par une maîtrise de leur taux de service, par leur adéquation aux besoins, mais aident sur des produits plus innovants, des process plus innovants qui augmentent leur niveau de valeur pour leurs clients, donc leur niveau de compétitivité. Et ça nous a permis d'associer à ça une autre vision de notre formation, avec beaucoup plus d'intégration de la recherche, de l'innovation, du transfert de technologie, qui sont des choses importantes aussi, qui viennent modifier les profils d'ingénieurs que l'on forme. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Ça a été dit tout à l'heure aussi, si on veut former des gens pour l'industrie, se pose aussi le problème de l'acceptation de l'industrie dans le paysage européen et a fortiori dans le paysage français. Et l'acceptation, c'est aussi l'empreinte carbone. Donc c'est bien de faire de l'innovation et de permettre à des entreprises de se développer parce que sur des secteurs attractifs, mais il faut aussi que ces entreprises, leur croissance, leur futur permis de construire, soient acceptés par les territoires, par les élus et par les populations. Et là, se pose aussi le sujet de l'empreinte climatique, de la décarbonation et de l'éco-conception des productions. Donc ça, c'était vraiment un deuxième volet stratégique qu'on a souhaité intégrer. Et je rejoins ce qui a été dit aussi, je pense que l'art de l'intégrer, c'est de faire en sorte d'en tenir compte, parce que c'est un élément différenciant, mais il ne faut pas non plus le surimprimer pour se mettre en écart de concurrence, pour être à 40, là où on pourra être à 10, et il faut réellement être à 20, quoi. Donc il faut aussi avoir un regard lucide sur ce sujet-là, sinon il n'y a pas d'industrie possible. Et puis le dernier axe, je terminerai là-dessus, c'est la partie nucléaire, où vraiment on a senti qu'il y avait on l'a senti à une époque où ce n'était pas la mode. Il y a 15 ans, développer une activité de formation dans le nucléaire avec nos partenaires, Mines Saint-Étienne, avec le CEA et l'INSTN, ce n'était pas forcément vu comme quelque chose de très porteur et d'avenir. On s'est vraiment accroché là-dessus parce qu'on considérait que le bilan énergétique du nucléaire par rapport aux services rendus et par rapport au coût carbone, à l'impact climatique, c'était quelque chose qui était très favorable et qui surtout pouvait aussi conjuguer deux choses, un intérêt économique et l'intégration d'une quête de sens pour les élèves. Parce que c'est aussi très important d'attirer de bons élèves et de remplir quelque part leur quête de sens. Et le nucléaire réunissait tout ça, avec un vrai projet stratégique sur le nucléaire, à la fois le nucléaire existant et le nouveau nucléaire. Alors, on va revenir tout à l'heure avec vous, Nathalie, sur la quête de sens. Mais d'abord, là aussi, on parle finalement d'innovation pédagogique. C'est de ça dont on a besoin pour renforcer la coopération entre les écoles et les entreprises. Alors, dans compétences et métiers d'avenir, je vais juste vous partager un chiffre. Le cahier des charges prévoyait pour un projet qui déposait 70% de subventions et 30% de cofinancement. Finalement, actuellement, nous avons investi avec France 2030 1,3 milliard d'euros et pour un coût total de projet
de 3,3 milliards d'euros. C'est-à-dire que les cofinancements ont été largement supérieurs, un effet largement supérieur à ce qu'on attendait. Pourquoi ? Parce qu'en face de l'appareil, en tout cas des offres de formation, non, enfin peut-être pas d'ailleurs en face, mais avec, il y a les entreprises auxquelles ces besoins de formation doivent répondre, il y a les opérateurs de compétences, il y a les collectivités territoriales, régionales ou infra, ça va jusqu'à la communauté de communes, parce qu'il y a là un partage en fait on a dit de valeurs qui était essentiel pour que ces mondes non pas uniquement se découvrent, mais construisent ensemble le balancier, le va-et-vient entre les besoins en compétences et l'environnement dans lesquels ces compétences vont pouvoir permettre d'être les plus efficaces et efficientes possibles. Donc ces partenariats publics-privés sont effectivement essentiels. Du coup, quand il y a ces rapprochements, eh bien on observe davantage de formations en situation de travail, ce qu'on appelle la FEST, où finalement ce qui était très compliqué devient quelque chose qui est rendu possible parce qu'il y a la confiance, parce qu'ils sont ensemble sur les mêmes enjeux et que ce soit en gagnant-gagnant. On voit apparaître, par exemple, je pense à un projet Photon Hub, où sur le même site, nous avons la recherche, la R&D, les petites entreprises, les gros noms de la photonique, mais aussi les centres de formation. Et du coup, là, on se dit, mais on a presque alors je ne vais pas dire modèles, mais des approches de mini-MIT, c'est-à-dire que quand on met dans un même endroit les talents du coup de l'entreprise, de la formation, de la R&D en amont, etc., il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et peut-être aussi sur ce lien école au sens large et entreprise, quand les entreprises peuvent faire connaître régulièrement les besoins, que ce soit d'ailleurs des besoins en tension ou des besoins d'avenir, parce qu'il y a aussi un vrai sujet de prospective, on l'a dit, les CARIFOREF, les branches, etc., travaillent sur l'avenir des industries et ont de la data quanti et quali. Quand du coup les RH peuvent anticiper les compétences dont ils ont besoin, mais que du coup les former, que ce soit les jeunes ou les personnels en reconversion ou en passerelle, peuvent apporter ces nouvelles compétences du coup aux entreprises, on a là quelque chose qui change la donne au niveau du monde du XXe siècle. On avait d'un côté l'Indus et de l'autre côté la formation, sans parler du coup des écoles de formation au sein même des entreprises. Hugues de Balatier, on parle beaucoup du manque d'ingénieurs, mais finalement, si on regarde les récents rapports, paradoxalement, la France en forme suffisamment. Oui, sur le sujet de l'adéquation formation-emploi, on a cette difficulté, ou en tout cas ce paradoxe, où en effet, on a des emplois vacants, on a des difficultés de recrutement, donc ça c'est une réalité. Si on prend les chiffres de France Travail sur 2024, dans les enquêtes auprès des employeurs, sur 57% des offres d'emploi dans l'industrie, il y a des difficultés de recrutement. Donc, c'est une problématique plus générale, mais néanmoins, on est là quelques points au-dessus de la moyenne des difficultés de recrutement. Donc, c'est véritablement une réalité. Et il y a quelques dizaines de milliers d'emplois vacants dans le champ de l'industrie, parfois sur des métiers assez stratégiques. Néanmoins, ce décalage, il n'est pas aussi évident quand on regarde les statistiques de l'offre de formation et du nombre d'apprenants, d'étudiants qui sont formés sur les métiers de l'industrie. Et en effet, il y a des rapports de l'IGF, IGAS, IGESR il y a 2 ans qui ont montré que par rapport à un besoin identifié, déclaré par les acteurs de l'industrie et le nombre de sortants des formations sur ces métiers industriels, c'était à peu près équilibré. Je crois qu'il y a aussi eu des documents plus récents, des analyses de la fabrique de l'industrie. Je crois qu'Olivier Luanti avait travaillé aussi sur ce diagnostic-là et faisait le même constat de ce paradoxe où on a bien des emplois vacants, des difficultés de recrutement et pourtant un appareil de formation qui forme le nombre de personnes demandées par l'industrie.
Alors, l'explication, c'est sans doute ce qu'on appelle, ce que les économistes appellent le taux d'évaporation. Donc, il peut prendre plusieurs formes. D'abord, il y a dans le temps, c'est-à-dire les jeunes notamment, alors moins sur les ingénieurs, mais sur un petit peu plus bas niveau de qualification, il y a des difficultés d'insertion professionnelle qui fait que, et puis aussi, ça peut être lié aussi à des pratiques de recrutement et des exigences des employeurs. On a en tout cas ce décalage dans le temps, avec ces temps d'insertion qui peuvent prendre une certaine durée. Mais ensuite, au-delà même de ce décalage temporel, on a une évaporation pérenne. Donc après, c'est normal que dans le temps, au cours d'un parcours professionnel, il y ait aussi l'exemple typique des ingénieurs qui basculent sur les fonctions de management. Ça, ils quittent un domaine plus technique pour basculer sur du commercial ou du management. Ce sont des choses qui arrivent, qui sont assez classiques après quelques années sur ces métiers d'ingénieur. Mais de manière assez générale, on a des évolutions de carrière où on s'éloigne du champ de l'industrie, ou en tout cas des métiers techniques de l'industrie sur lesquels les personnes ont été formées. Donc ce lien emploi-formation, il n'est pas aussi évident à mettre... il n'est pas aussi évident à maintenir dans le temps. Et puis ensuite, on a de la connaissance du besoin donné par le secteur industriel. Mais en fait, il y a d'autres secteurs qui vont aller chercher ces personnes formées parce que, là encore, la connaissance des ingénieurs sur ce qui relève du process, par exemple, peut intéresser le secteur des services qui vont aller les embaucher. Le secteur de l'industrie, lui aussi, sur ces métiers-là, concurrencé par le secteur de la construction. Donc on a de cette évaporation qui amène à se poser deux questions. C'est est-ce qu'il faut, par rapport à un besoin qui a été identifié, en fait former plus ? Donc le sujet du nombre de places en formation de personnes formées, il existe quand même, l'idée n'est pas du tout de le nier, mais aussi une interrogation à avoir sur, et que doivent se poser les acteurs du monde de l'industrie, comment je garde davantage les personnes sur l'ensemble des parcours professionnels, et puis en amont même l'attractivité, parce que cette déperdition, elle peut exister dès le début du parcours, avec des jeunes formés qui vont finalement s'orienter très vite sur autre chose. Donc c'est des sujets d'attractivité des métiers, alors même qu'il y a eu une attractivité correcte des formations en amont, mais sur la bascule, sur l'emploi réel, il y a cette perte. Alors justement, sur cette attractivité, sur cette image de l'industrie qui est encore vue comme très masculine, c'est évidemment encore largement le cas, pour certains polluantes. Quelles sont les solutions, j'aimerais vous entendre tous les trois, pour changer le regard et réinventer cette attractivité ? Nathalie, vous voulez... Comme il y a un sujet féminisation, je me permets de commencer. D'ailleurs, c'est étonnant, petite taquinerie, sujet sur l'industrie, 9 intervenants, 2 femmes. Mais bon, ça sert aussi à dire comment on travaille sur la représentation de ce que sont les métiers de l'industrie. Si les porte-paroles, si ceux qui travaillent avec conviction sur ce sujet n'intègrent pas en tout cas la mixité des publics, pour le dire, on va dire, de manière politiquement correcte. Sur les sujets, vous parliez d'attractivité des métiers, mais il y a aussi un enjeu d'attractivité dans les formations, puisque les parcours se réfléchissent en amont des métiers, puisque c'est vers ces formations, en tout cas ce sont vers ces métiers que conduisent ces formations. Et du coup, les actions de sensibilisation, de découverte portées dans compétences et métiers d'avenir, on cherche, en tout cas dans les porteurs de projets, peuvent commencer dès le collège pour pouvoir ouvrir du coup les possibilités, et ça veut dire que ça vient questionner le sujet des filières, de l'accès des filières scientifiques et technologiques aux jeunes filles et aux jeunes femmes. Donc un travail qu'on poursuit avec ardeur, c'est le saumon qui remonte à contre-courant la rivière pour arriver, en tout cas, le travailler beaucoup plus jeune. On pense vraiment que plus il y a une exposition tôt, plus il y a une découverte d'une réalité de l'industrie d'aujourd'hui, plus on travaillera ces NAS qui enferment finalement les femmes ou en tout cas tant dans leur appétence quand elles en auraient, ou dans la représentation quand
elles sont biaisées parce qu'il y a un héritage qu'il faut du coup faire évoluer. Il y a des indicateurs qui sont transparents, du taux de femmes dans les conseils d'administration, etc. Mais alors ça a de grandes vertus parce que ça donne à voir de manière transparente, mais on pense que ça se travaille très tôt. Et quant à l'image, plus il y a d'exposition, plus il y a une connaissance in situ de ce qui se passe réellement dans l'industrie, c'est dans nos industries, parce qu'elles sont quand même très diverses, c'est pas la même chose en métallurgie qu'en industrie pharmaceutique, plus je pense qu'on pourra créer des vocations. Donc le sujet du mentorat aussi, mais en proximité, pour féminiser en tout cas ces métiers me semble importante, et c'est un indicateur qu'on suit vraiment de près dans compétences et métiers d'avenir, parce qu'on veut voir si on a de l'impact. Ça a été demandé dès le cahier des charges, beaucoup de lauréats nous l'ont promis, et donc au moment de la réalisation du développement, c'est un indicateur où on va ouvrir le capot pour aller voir si effectivement ça a été mis en œuvre ou si c'était un mot-clé qui avait été mis dans le cadre de la réponse d'appel à projet. Mais cette mixité impacte la compétitivité de nos entreprises. Enfin, vraiment, c'est un enjeu majeur, surtout dans un contexte de défis démographiques, de départ à la retraite, de moins de naissances, où le vivier se fait encore plus rare. Donc là, c'est vraiment un coche qu'on ne doit pas rater si on veut assumer pleinement ces orientations-là, parce qu'on a besoin de ces compétences féminines-là au sein de l'industrie. Cyril Faure, depuis le début de l'après-midi, on parle de souveraineté, de réindustrialisation. Quel peut être le rôle de l'USTP dans ce débat et peut-être déjà ses résultats les plus marquants, les plus probants? Contribuer à cette dynamique industrielle en formant des gens, en formant des ingénieurs. Après, je rejoins tout ce qui a été dit, notamment par Hugues de Balatier sur l'ingénierie. Je pense qu'il y a quand même des grandes confusions entre industrie, ingénierie, ingénieur, sciences et techniques. Je pense qu'on mélange des concepts en pensant que c'est à peu près la même chose. Lorsqu'on a interrogé nos entreprises partenaires sur leurs grands sujets et ce qu'on pouvait faire de mieux pour elles en termes de formation, effectivement, alors c'est un peu à contre-courant ce que je dis, mais on s'est aperçu que pour bon nombre d'entre elles, il n'y avait pas forcément d'anomalie entre les flux d'ingénieurs produits et leurs besoins. Donc apparemment, il y a une relative adéquation entre les flux d'ingénieurs produits et leurs besoins. Par contre, il y a une forme de déconvenue sur des niveaux intermédiaires, Bac plus 2, Bac plus 3, dans les entreprises, où finalement, je pense que la sélectivité des formations d'ingénieurs, la présence de classes prépa, pour certaines, les a quand même énormément protégées sur le niveau des élèves sortants par rapport à des grands enjeux industriels, ce qui a moins été vrai dans le post-bac en général. Ce qui fait qu'il y a quelque part un peu de déconvenu sur le niveau moyen des Bac plus 2, Bac plus 3 dans l'entreprise, et qui a amené inexorablement, ces 10-15 dernières années, à l'utilisation implicite, admise, d'ingénieurs sur des fonctions qui ne sont pas forcément des fonctions qui doivent naturellement être occupées par des postes d'ingénieurs. Et ça, je pense que ça pose des problèmes, parce que d'une part, ça pose un problème de GPEC pour les entreprises, à moyen terme, et ça crée des déconvenus par rapport aux élèves qui vont sortir de ces écoles. Alors nous, on le sent parce qu'on forme des élèves en apprentissage, donc on voit vraiment qu'un élève, un projet, des enjeux. Donc on arrive à réguler quelque part l'ampleur de la mission et la caractéristique de ce qui est donné à un élève par rapport au niveau de formation. Mais c'est vrai que ça amène à penser que l'industrie a besoin d'ingénierie. L'ingénierie se réduit pas aux ingénieurs. Il y a tout un corpus de compétences. C'est également vrai, on le voit très bien avec France Compétences, puisque France Compétences pilote différents diplômes, différents projets de formation pour les ingénieurs, pour d'autres. Et il y a tout un corpus de compétences qui viennent alimenter l'industrie. Et évidemment, ça ne se réduit pas aux ingénieurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors sur nos résultats dont on est quelque part les plus fiers, c'est sans doute d'avoir formé des gens qui ont un impact très important sur la réindustrialisation. C'est vrai pour des projets d'amélioration de process,
C'est vrai pour des projets qui ont permis peut-être à bas bruit, mais de rendre l'entreprise beaucoup plus résiliente par rapport à des crises et de conserver l'emploi. C'est beaucoup plus récemment vrai pour des profils qui ont été formés avec nos partenaires, mines et arts et métiers, sur des sujets à haute valeur ajoutée. Donc on a plein d'exemples d'élèves qui ont d'ailleurs remporté des prix sur des sujets très technologiques, voire quelquefois très scientifiques, qui ont permis à leur entreprise de faire ce qu'on appelle un saut quantique en matière de concurrence et de se différencier de ses concurrents. Parce que, enfin, ça a été un petit peu dit tout à l'heure, un peu défloré, mais il faut être clair aussi, si on veut une industrie puissante en France et en Europe, je ne pense que ce n'est pas sur le low cost qu'on va l'obtenir. Hein. On se rend bien compte que si l'équation, c'est de produire moins cher, avec moins de règles environnementales et un meilleur taux de service, c'est sans doute pas en Europe que l'équation va se résoudre. Donc ça veut dire que si on veut résoudre cette équation en Europe avec une industrie qui est forte, il faut le faire sur la haute valeur ajoutée. Et la haute valeur ajoutée, c'est quand même très étroitement lié à l'innovation, aux sciences, au transfert de technologie. Donc en termes d'impact, on est quand même très très fiers de former des profils qui non seulement répondent aux critères nécessaires d'une entreprise en matière de process, d'excellence opérationnelle, mais surtout qui permettent à des entreprises d'avoir des clés de différenciation sur leur marché parce qu'elles vont intégrer des technologies, de nouveaux business models, une nouvelle matière de problématiser les situations qui les rend plus compétitives. Je voudrais qu'on prenne quand même une ou deux questions parce que le temps passe. On n'a pas parlé de tout ce dont on voulait parler, mais est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Oui, je vous en prie. Oui, bonjour. Je vais parler en tant que coprésidente de la commission Souveraineté et Sécurité économique du MEDEF. On a beaucoup parlé de formation sur des métiers d'ingénieurs. Merci de votre intervention sur les métiers intermédiaires. Mais on tenait la commission la semaine dernière avec des représentants de Bercy, notamment justement pour se poser la question du profil de compétences. Il faut quand même se rendre compte que dans l'industrie, l'essentiel des besoins en termes d'emploi et de compétences sont des ouvriers. On est dans un pays et dans une Union européenne et dans un monde qui doit se décarboner. On a besoin donc d'électrifier, on ne forme plus d'électriciens. On a besoin de faire des industries avec des soudeurs et des chaudronniers, on n'en a plus, on n'en forme plus. On a besoin de thermiciens, on a besoin de gens qui font des chaudières pour convertir nos unités. On parle de rénovation de notre industrie. Pour reprendre un peu ce que vous disiez, je ne sais pas comment France Compétences et l'écosystème, je dirais, de formation français se rend compte de cela, mais quand on faisait le tour de table la semaine dernière à la commission, vous n'avez pas une seule entreprise qui ne va pas voir son préfet ou son sous-préfet pour demander un permis de travail, pour pouvoir recruter un immigré, parce qu'en fait, comme on a 85% de nos jeunes qui ont le bac, ben en fait, ils ne sont pas du tout formés à ces métiers-là, ce qui est le cas d'un certain nombre de pays dont on se plaint d'un taux d'immigration trop fort, mais à un moment donné, il faut peut-être se reposer la question de la globalité de tous ces enjeux de formation, de flux. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche en termes de formation et pas simplement d'ingénieurs. On cherche, en fait, je vous rejoins, on n'a pas besoin de plus d'ingénieurs. On a cette adéquation, on trouve des ingénieurs en France. Ils sont très bien formés et je pense qu'en nombre, ce n'était pas ça le problème. Notre frein, c'est plutôt en termes d'opérateurs sur des métiers techniques que la France ne forme plus parce que pendant des décennies, c'était des métiers qui étaient un peu délaissés, sauf que avec la transformation, l'industrialisation qu'on veut, la décarbonation que nous voulons, ce sont ces compétences-là qui, de nouveau, sont sur le devant de la scène et dont on a besoin et que nous ne trouvons plus, en tout cas sur le territoire français. Et ça pose cette question que je vous pose à vous. Est-ce que vous avez dans le schéma de compétences, et ça se décide depuis le collège, hein. Merci. Alors, le paradoxe que j'ai évoqué tout à l'heure en prenant comme illustration les ingénieurs, étonnamment, il existe en fait sur l'ensemble des niveaux de qualification. Donc, dans le champ spécifique de l'industrie, il y a suffisamment de gens formés. Et donc après, il y a un moment, statistiquement, après, il y a ce phénomène d'évaporation. Donc, probablement qu'il faut en former davantage. Mais ça pose quand même d'autres sujets qu'on évoquait, attractivité, conditions de travail. Alors, dans l'industrie, salaire, c'est moins vrai. Dans d'autres secteurs, ça peut être un sujet, c'est probablement moins vrai dans l'industrie où les salaires sont en moyenne relativement,
suffisamment élevé. Donc après, l'enjeu quantitatif, il faut y travailler. Quand on raisonne là-dessus, il y a trois viviers. Il y a le vivier des jeunes, qu'on a beaucoup évoqué. Donc, c'est les sujets de communication, d'attractivité, d'orientation au niveau scolaire et au début d'enseignement supérieur. Et puis après, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit sur l'apprentissage, mais vraiment, le recours à l'apprentissage, c'est quand même un levier super puissant pour trouver des jeunes et faciliter ces processus de recrutement avec des gens parfaitement formés qui répondent aux besoins, qui ont déjà un pied dans l'entreprise. Donc c'est vraiment un grand succès des dernières années aussi, y compris dans le champ de l'industrie et sur l'ensemble des niveaux de qualification, pas seulement sur le supérieur. Le deuxième vivier, c'est les demandeurs d'emploi. Donc là aussi, il y a des dispositifs de formation qui sont actionnés et sans doute que côté France Travail, alors c'est pas toujours facile à construire avec les entreprises, mais ce qu'il faut sans doute davantage développer, ce sont tous les dispositifs qui sont justement construits en lien avec l'entreprise. Donc, pour faire découvrir des secteurs de type industriel, par exemple, il y a ce que France Travail appelle la PMSMP, les périodes de mise en situation en milieu professionnel. Donc, c'est pour faire découvrir des nouveaux métiers à des demandeurs d'emploi qui n'ont pas de projet professionnel forcément très précis, pour mettre le pied de manière très concrète avec des simulations d'exercice d'un métier, une véritable mise en situation professionnelle. Ça permet, d'ouvrir un peu les perspectives de certains demandeurs d'emploi qui peuvent ensuite s'engager dans des formations pour aller vers ces métiers qu'ils ont pu découvrir par ce biais. Il y a aussi les dispositifs de préparation opérationnelle à l'emploi individuels, qui sont des formations financées par France Travail, qui sont couplées à une promesse d'embauche des entreprises. Et donc ça, c'est typiquement ce type de dispositif de formation, peut-être plus que des formations qui sont basées sur des grandes analyses des besoins statistiques. Quand il y a une promesse d'embauche derrière qui a été construite avec une entreprise, former un demandeur d'emploi, ça fonctionne évidemment beaucoup mieux. Donc c'est ce type de dispositif de France Travail qu'il faut sans doute développer de leur côté. Et ensuite, le troisième vivier, c'est aussi les salariés en poste, parce que tout à l'heure j'évoquais l'exemple de l'ingénieur encore qui formait un métier d'ingénieur, qui est sur des métiers relativement techniques dans l'industrie, et puis qui au fil de sa carrière va aller ailleurs. Pourquoi ne pas construire des parcours qui vont dans l'autre sens? Soit ils y reviennent, ou des gens qui vont venir d'autres secteurs vers l'industrie parce qu'il y a du besoin. Et donc, on a beaucoup parlé de l'adaptation de l'offre de formation, mais il y a ce levier côté salarié en place dans les entreprises, ce levier sur comment agir sur la demande de formation. Donc nous, à France Compétences, on a un dispositif qui est insuffisamment connu, mais on finance dans chaque région un opérateur qui met en place un service public qui est complètement gratuit, universel, accessible à tous les salariés et les travailleurs indépendants également, qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle. Et donc, c'est un conseiller qui est à la disposition de quelqu'un qui réfléchit sur son parcours. Il peut avoir des interrogations. Alors, soit il a un projet de reconversion très précis, il veut savoir où est la formation, etc. Donc là, ça ouvre moins le champ. Mais il y a aussi des gens qui peuvent avoir des interrogations sur leur activité aujourd'hui, qui vont aller voir un conseiller. Et le conseiller va aussi permettre d'ouvrir des perspectives en disant, mais regardez, il y a des besoins ici, vous avez tel type de compétences, mais avec une formation, vous pourriez tout à fait correspondre à un profil. C'est porteur, c'est intéressant, je vous fais découvrir tout ça, et j'ouvre ces perspectives pour aller aussi vers des métiers de l'industrie qui sont des beaux métiers, sur des secteurs porteurs d'avenir, on l'a dit. Et donc, voilà, on peut aussi agir sur ce vivier des salariés. Donc, vraiment, il faut agir sur l'ensemble de la palette, le vivier des jeunes, le vivier des demandeurs d'emploi et le vivier des salariés en place pour que tous ces parcours professionnels s'orientent vers les besoins de l'économie. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là. On va passer à notre troisième table ronde. Merci à tous les trois pour votre participation et ces échanges.